Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le théorème de Fermat et les nombres premiers. Donc la dernière fois on a travaillé sur les équations différéentielles linéaires, c'est-à-dire les équations de la forme ax plus by égale à c. Donc c'est des choses qui sont utiles à savoir mais on n'en aura pas besoin pour cette vidéo. On va faire, avant de parler de résultats nouveaux, on va se rappeler de quelques résultats importants sur les nombres premiers. Donc déjà la définition d'un nombre premier. On dit qu'un nombre P est premier s'il admet deux diviseurs positifs, un et lui-même. On se rappelle que l'ensemble des nombres premiers est infini, qu'il y a une infinité de nombres premiers, et que pour tout entier plus grand que 2, il admet au moins un diviseur premier. Voilà. Donc c'est des résultats qui nous seront utiles. Donc maintenant, on va démontrer le théorème, le lemme d'Euclide, qui nous est utile pour, dans certaines situations et pour les preuves qui vont venir. Donc soit P un nombre premier, AB des relatifs. Si P divise AB, le produit AB, alors P divise A ou P divise B. Donc la preuve, elle est simple. On se donne les objets donnés, donc c'est-à-dire on prend P un nombre premier, AB des relatifs, et on suppose que P divise AB. Donc si P divise A, on a terminé. Maintenant, on suppose que P ne divise pas A. Alors on va considérer le PGCD de A et de P. Vu que le PGCD de A et de P, il divise P par définition du PGCD, et que le PGCD de A et P, il est égal à 1 ou à P, parce que P est un nombre premier. Donc, vu que P il a que du diviseur, le PGCD il vaudra soit 1 soit P. Maintenant, si le PGCD de A et de P il vaut P, dans ce cas-là, on a que vu que PGCD de A et de P divise A, on a que P divise A. Ce qui est pas, ça, c'est pas possible parce que P ne divise pas A, on l'avait supposé, hein. On l'avait supposé auparavant. Donc, vu que P ne divise pas A, on a forcément le PGCD doit valoir 1. Et donc, d'après le théorème de Gauss, vu que A et P A sont premiers entre eux, P divise forcément P. Donc dans tous les cas, on a soit P divise A ou soit P divise B. Et donc on a terminé. Et donc en fait, on peut, par récurrence, je ne l'ai pas fait, mais on peut montrer que si on a produit A, B, C, D, E, F, G, on peut montrer que à chaque fois P divise A, P divise B, P divise C ou P divise C, P divise... Ouais, il va forcément diviser un terme du produit. Ça nous sera utile aussi. Maintenant, on va revoir un peu le théorème fondamental de l'arithmétique. Maintenant, on a les outils pour le démontrer. Donc soit n un entier, tout entier A plus grand que 2 admet une unique façon, admet une écriture unique, c'est-à-dire un produit de facteur premier. Donc P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 fois nanana fois Pn puissance alpha n. Et donc cette écriture-là, elle est unique à l'ordre près, hein. C'est pour ça qu'on peut intervertir les facteurs. Mais donc si on a cette condition-là avec la croissance des pays, dans ce cas-là, on a l'unicité. Mais sinon, de façon générale, l'écriture, elle est unique à l'ordre près de facteurs. Et donc, en fait, c'est grâce à ce théorème qu'on peut dire que les nombres premiers sont en quelque sorte les briques élémentaires des entiers. Parce que avec l'ensemble des nombres premiers et le produit, on peut construire tous les entiers. Donc, c'est assez intéressant en fait. Parce qu'on part d'un ensemble qui est vraiment ultra restrictif, on se dit plus petit que les entiers, et pourtant on arrive à créer les entiers avec une simple multiplication. Ce qui est joli. Maintenant, maintenant, comment on trouve cette écriture? Bah, en fait, c'est assez simple. Quand on connaît le nombre, évidemment, c'est assez simple. Pour trouver la décomposition en facteur d'un nombre premier, on va le diviser successivement par ses diviseurs premiers. Et donc, pour trouver ses diviseurs premiers, on fait généralement à tâtons. On regarde 2, 3, 5, 7, etc. Et jusqu'à atteindre 1. Donc, une fois cela fait, on fait le produit de tous les diviseurs qu'on a trouvés. On range par ordre croissant et on les regroupe par la plus grande puissance possible. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est utile de connaître les premiers nombres premiers. Parce que généralement en exercice, on va pas vous demander des nombres de fous, hein. Donc ça va être généralement des produits de ces nombres-là, quoi. Bah, bien sûr, si on a bien sûr la calculette qui le fait très bien aussi, mais c'est toujours intéressant de le faire par soi-même.
Donc on est parti pour les deux exemples. Donc on va faire l'exemple, on va décomposer 264 en produit de facteurs premiers. Donc pour ce faire, généralement on présente la chose comme ça. Donc on va écrire le nombre à gauche, on fait une barre, et ensuite on va ici mettre les produits de facteurs, les nombres premiers par lesquels on va diviser. Donc 264, on peut le diviser par 2, ça nous fait 132. Ensuite, on peut encore diviser par 2, 132 parce que c'est encore pair. Ça nous fait 66. C'est encore divisé par 2, donc 33. 33, c'est dans la table de 11. C'est surtout dans la table de 3 aussi. Donc on peut diviser par 3. Et ça nous fait 11 ici. 11, c'est un nombre premier. On arrive à 1, on a fini. Et donc du coup, maintenant, on en déduit que 264, c'est égal à 2. Mais ici, il y a 3. Il y a 3 2 ici. Donc c'est 2 puissance 3. Ici, il y a 1 3. Ici, il y a 1 11. Donc ça nous fait 2 puissance 3 fois 3 fois 11. Ensuite, 1260, c'est la même chose, c'est la même logique. Ça nous fait 2260. On va diviser par, je sais pas, on verra. On peut diviser par 2, ce qui va nous donner 630. Oui, c'est encore divisé par 2, 630. Ça nous donne 315. 315, c'est dans la table de 5. 315. 40, 60, 60 plus 15, 63. 63, c'est dans la table de 3. C'est 21. Et 21, c'est un nombre premier. Non, 21, c'est n'importe quoi. 21, c'est un multiple de 3 aussi, pardon. J'ai dit de la merde. 3 fois 7. Et 7, c'est un nombre premier, voilà. Du coup, on en déduit que, vu qu'on a 2 2 ici, donc c'est 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 fois 7. Du coup, on peut écrire que 1000 que 1260, ça me fait 2 puissance 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7 fois 7. Pardon. Voilà. Donc c'est pas si compliqué quand on connaît le nombre. Il n'y a pas de difficulté, à part que s'il y a des nombres premiers, genre, je sais pas, 73. Ça c'est un nombre premier, je crois. S'il est en facteur, ça va être compliqué, ouais, mais bon. Généralement, il faut faire ça de calculette. Mais bon, savoir le faire par soi-même, c'est toujours utile. Donc maintenant, on va montrer ce théorème. Donc ce théorème, il a deux hypothèses, on va dire. Il a d'abord l'unicité, l'existence et l'unicité. Donc la première chose qu'on va démontrer, ça va être l'existence. Donc, pour ce faire, on va montrer l'existence par une récurrence forte. Une récurrence forte, une récurrence simple, en fait, ce qui va différer entre les deux, ça va être l'hérédité. Quand on fait une récurrence simple, on suppose l'hypothèse vraie pour un rang n fixé. Et il faut le montrer au rang suivant, donc n plus 1, si on suppose le rang n. Dans la récurrence forte, non, on va pas juste supposer le rang n, on va supposer le rang 1, 2, 3, nanana, jusqu'à n. Donc tous les entiers entre 1 et n, on va supposer que p de n est vrai. Et notre but, ça va être de montrer que p de n plus 1 est vrai. Donc c'est encore plus fort que la récurrence normale, parce qu'on a plus d'hypothèses. Évidemment, pourquoi on ne fait pas tout le temps une récurrence forte? Parce que la majorité du temps, c'est pas nécessaire. La majorité du temps, on a besoin que du rang n, le rang avant n plus 1. Donc on va pas s'embêter à supposer tout ça, tous les rangs précédents vrais. J'espère que j'ai été clair. De toute façon, ce sera plus clair avec la preuve. Donc l'initialisation, elle va pas changer. C'est vraiment l'hérédité qui va changer un peu. Donc soit A un entier et A un entier plus grand que 2,
On suppose P de A, on considère P de A, donc c'est-à-dire que A se décompose en produit de facteurs premiers. Donc l'initialisation on commence à 2. 2 c'est égal à 2 puissance 1. Donc en fait c'est sa propre décomposition on peut dire. Et donc 2 est premier. Vu que 2 est premier, P de 2 est vrai. Ensuite l'hérédité, on suppose PK vrai pour tout K plus petit que A, inférieur ou égal à A. Donc ça va être vrai pour P de 2. Euh, ça va être vrai pour P de 3, P de 4, P de 5, P de 6. Voilà. Ça va être vrai jusqu'à 2. C'est vrai entre 2 et A. Maintenant, le but, ça ne change pas de la récurrence. On va montrer P de A plus 1. Donc si A plus 1, c'est un nombre premier, on a terminé. Parce que c'est sa propre décomposition. C'est comme pour 2. Si A plus 1 est composé, il admet deux diviseurs différents de 0, 1 et A plus 1. Pourquoi 0? Je sais pas pourquoi j'ai pris 0. Je sais pas. Mais en tout cas, il admet des diviseurs différents de ceux-là. Euh, de 1 et lui-même, parce que A plus 1, c'est pas un nombre premier, donc il a des diviseurs différents de 1 et de lui-même. Évidemment, le diviseur peut pas être nul. Donc, A plus 1, c'est égal à D fois D'. D, c'est un diviseur de A plus 1. D', c'est aussi un diviseur de A plus 1. Et vu que tout est positif, on peut dire que D est plus petit strictement que A plus 1 et D' est plus petit strictement que A plus 1. Et donc ça, on peut dire que D, il est plus petit que A vu qu'on est dans des entiers, hein. Donc D, il est au moins égal à A. D', il est au moins égal à A. Et donc ça, par hypothèse de récurrence, D et D', ils admettent une décomposition en facteur premier. Et vu que A plus 1, c'est le produit D, D', le produit d'une le produit d'un produit de facteur premier, ça reste un produit de facteur premier. Déjà, le produit d'un produit, ça reste un produit. Et en plus, le produit composé de facteurs premiers, si tout est composé de facteurs premiers, ça reste des facteurs premiers. Et du coup, on a terminé. A plus 1 admet bien une décomposition en facteurs premiers. Et du coup, on a montré que pour tout n, pour tout a plus grand que 2, on a montré que tout entier admet une décomposition en facteurs premiers. Là, le problème dans cette preuve, c'est qu'on n'a pas montré l'unicité encore. Est-ce qu'elle en admet à une ou plusieurs? Ça, on ne peut pas encore le dire. Donc, on va montrer l'unicité maintenant. Donc, soit nm des entiers naturels, non nuls. On va supposer que A est un entier naturel qui admet deux décompositions en facteur premier. Donc A, il s'écrit P de 1 puissance alpha 1 fois P de 2 puissance alpha 2 fois nanana fois P de n puissance alpha n. Et ça, c'est la même chose que Q1 puissance bêta 1 fois Q2 puissance bêta 2 fois nanana fois Qm puissance bêta m. Les P et les Q, c'est des nombres premiers. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre N et M. Je sais pas pourquoi j'ai mis IJ. Enfin bref, là pareil, j'ai mis IJ. C'est une erreur. C'est censé être N et M hein, ici, pardon. Donc, avec les P et les Q qui sont des nombres premiers, ils sont très par ordre croissant. Les alpha et les bêta, c'est des naturels non nuls. Maintenant, on va supposer par l'absurde qu'il existe un I entre 1 et n, tel que P de I n'appartient pas à Q1, Q2, Qm. Là, ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait, je dis juste qu'il y a un nombre premier PI qui est différent de tous les Q ici, de tous les nombres Q. Mais après, je le traduis en ensemble, c'est plus simple à manipuler. Au lieu d'écrire que pour tout i, PI différent de 1, de Q1, de Q2, Q3. Là, c'est une écriture compacte. Du coup, PI, évidemment, vu que c'est un produit, il divise A. Et vu qu'il divise A, il divise tout ça. Parce que ça, c'est aussi A. Donc par le lemme d'Euclide un peu généralisé, vu que PI c'est un nombre premier, PI divise Q1 puissance bêta 1, PI divise Q2 puissance bêta 2, et nanana jusqu'à ce que PI divise QM puissance bêta M. Et comme PI est encore premier, on peut réaliser le lemme d'Euclide, hein. Ça veut dire que PI divise Q1. Pourquoi? Parce que si je réapplique le lemme d'Euclide ici, vu que PI c'est un nombre premier, PI divise Q1 puissance bêta 1, c'est-à-dire que PI divise Q1 ou Q1 puissance bêta 1 moins 1.
Et par récurrence, on peut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que bêta 1 vaille 1. Et du coup, on n'aurait que PI divise Q1 ou PI divise Q1 ou PI qui divise Q1. Et du coup, dans tous les cas, on n'a que PI divise Q1. Voilà. Et donc on fait pareil pour chaque terme, pour chaque ou, pardon. Donc PI divise Q1 ou PI nanana ou PI divise QM. Donc PI divise au moins un facteur Q. Comme tous les QJ, comme tous les nombres Q, ils sont premiers et que les PI sont premiers, donc on en déduit qu'il existe I tel que P de I égale à QJ. Pourquoi? Parce que vu que si deux nombres premiers se divisent entre eux, ça veut forcément dire qu'ils sont égaux. Il n'y a pas d'autre façon. Deux nombres premiers qui se divisent entre eux, ils sont égaux. Sinon, ce serait absurde. Donc PI, il y a au moins un QJ qui est égal à PI. Et donc ça veut dire que PI, il appartient à un Q1, Q2, nana parce que c'est un QJ. Et ici, j'aurais dû mettre J, hein, pas I, pardon. Et donc ça, c'est absurde. Ça, c'est absurde. Parce qu'on a supposé que PI n'appartenait pas à cet ensemble-là. Donc on a montré l'inclusion. Maintenant, on peut faire l'autre inclusion, c'est la même chose. C'est la même chose avec les Q. C'est le même raisonnement. C'est symétrique. Et du coup, on en déduit l'égalité. Ça, de cette égalité, on en déduit déjà que vu que quand deux ensembles sont égaux, ça veut dire qu'ils sont le même cardinal. Donc les n et les m, ils sont égaux. Et ça veut dire que tous les termes, quitte un peu à réarranger, hein, évidemment, c'est pas forcément le même ordre, mais quitte à réarranger, on a exactement le même ensemble. P1, il a une correspondance dans Q, P2, il a une correspondance dans Q, Pn, il a une correspondance dans Q. C'est pas forcément Qm, hein. Ça peut être un nombre, ça peut être Q1 par exemple. Mais dans tous les cas, les ensembles sont égaux. Et donc maintenant, vu que les P et les Q ils sont égaux, on peut réécrire la chose comme ça. Maintenant, il faut montrer que les exposants sont égaux. Là, on n'a pas fini parce que là, on a montré que, ok, si on a une décomposition, on sait qu'elle va être composée des mêmes nombres premiers. Mais est-ce que dans la décomposition, il va y avoir le même nombre de nombres premiers? Par exemple, alpha 1, il va valoir 2, mais on va dire que c'est P2 ici. P1, il peut valoir 2. Non, alpha 1, il peut valoir 2, mais bêta 1, il peut valoir 4 et il peut y avoir des compensations ailleurs. Est-ce que ça c'est possible ou c'est impossible? Donc ça c'est la question qu'on va se poser. Donc on va prendre K un entier entre 1 et n. Donc on va supposer sans perdre de généralité que alpha K il est plus petit que bêta K. Au pire on peut intervertir. Donc là on perd pas la généralité. Donc je vais diviser par pk puissance alpha K des deux côtés. C'est d'ailleurs divisé par pk puissance alpha K. Alpha K est non nul, donc je divise pas par 1 déjà. Et donc, évidemment ici le pk alpha K il disparaît, pk puissance alpha K disparaît. Et à droite, j'ai c'est un K ici, pardon. Déjà, j'ai mis un I, c'est un K. J'ai encore fait une erreur. Donc, c'est PK puissance bêta K moins alpha K. Donc, à gauche, on a un produit de facteur premier qui ne contient pas PK. Donc, ça veut dire, vu que tous les facteurs sont premiers entre eux, ça veut dire que PK n'est pas divisible. Ça veut dire que le produit à gauche, N sur PK puissance alpha K, n'est pas divisible par PK. Parce que sinon, ce serait absurde. Du côté droit, on a PK puissance BK moins alpha K. Donc la seule façon pour que ce produit ne soit pas divisible par PK, c'est que l'exposant soit nul. Donc ça veut dire que PK moins alpha K est égal à 0, forcément. Et donc ça veut dire que alpha K égale à bêta K. Donc on a déduit que tous les exposants sont égaux parce qu'on fait le même travail à chaque fois. J'ai pris un cas général ici entre 1 et n. Et donc maintenant on a bien montré l'unicité de l'écriture. Donc on a les exposants sont les mêmes et les nombres premiers qui composent l'écriture sont les mêmes. Donc on a prouvé le théorème. On va maintenant montrer un autre théorème qui est aussi très très intéressant.
La principale difficulté du calcul modulaire, c'est pas les produits, c'est pas les soustractions et les additions, c'est très simple. La difficulté majeure, c'est quand on a des puissances. Quand on a des puissances, on peut pas voir ok, mon exposant est congru à nanana, donc euh, ça veut dire que que a puissance p va congruer à, je sais pas, a puissance b prime. Et b prime, ça va être le reste de la division par n. Ça, on peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Donc, il nous faut d'autres théorèmes qui nous permettent de calculer des choses modulo p, des puissances modulo, enfin modulo. Et donc, un théorème qui nous permet de faire ce travail-là, ça va être le théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, mais généralement on dit théorème de Fermat, qui nous dit la chose suivante. Donc, on va prendre A un antinaturel et P un nombre premier. C'est aussi vrai dans les relatifs, hein, c'est pas grave. P, l'hypothèse P un nombre premier, c'est très important. Et du coup, on a tout ça, c'est tout le temps vrai. On a que A puissance P congrue à A modulo P. C'est toujours vrai. Mais avant de prouver ce théorème, pour prouver ce théorème, c'est un peu galère, donc il nous faudra deux petits arguments, deux lemmes préliminaires à montrer. Un lemme, c'est des petits arguments qui vont nous faciliter la preuve du théorème. Donc, les deux lemmes suivants, donc soit P un nombre premier, K un entier entre 1 et P, on, on a que PGCD de P et K vaut 1. Donc ça, c'est pour tout K entre 1 et P moins 1. Donc ça, c'est un intervalle d'entier, hein. Donc, on va montrer le premier lemme. Donc, c'est pas compliqué. Vu que P est premier, en fait, il admet que deux diviseurs. Donc, il n'y a que deux candidats potentiels pour être le PGCD, c'est 1 et lui-même. Mais vu que K, il est plus petit que P, tous les diviseurs de K vont être plus petits que P. Donc, forcément, le plus grand diviseur commun, ça va être 1. Donc ça, je vais le formaliser dans la preuve. Donc, P un nombre premier, K un entier entre 1 et P moins 1. Le PGCD de P et K divise P. Donc le PGCD de P et K, il vaut... Donc si le PGCD de P et K, il vaut 1, on a terminé. Si, à contrario, le PGCD de P et K, il vaut P, ça veut dire que P divise K. Parce que c'est le plus grand diviseur commun, donc par définition, P divise K. Et donc comme P est positif, K est positif, on a que P est strictement inférieur ou égal à K. Or, K, il est plus grand que P moins 1. Il est plus petit que P-1, pardon. Et du coup, on a que K il est compris entre P et P-1. Donc ça, c'est dire que P, il est inférieur ou égal à P-1, ce qui est absurde. Du coup, le plus grand, le plus de P et K, il est différent de P. Et donc, il vaut forcément 1. Le deuxième lemme, c'est un lemme qui nous est utile pour le... On va utiliser le binôme de Newton, donc ça nous permet de travailler modulo P. Donc, qui nous dit que soit P un nombre premier, K en entier entre 1 et P-1, on a que P divise K parmi P. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on peut travailler avec les factoriels. Je crois que c'est ce qu'elle a choisi, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est très simple. On va calculer bêtement, hein. Donc, une autre façon. Non, 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 j'ai été plus fin. J'ai multiplié par K factoriel. Et on va utiliser le lemme d'avant. Donc, soit P un nombre premier, K un entier entre 1 et P moins 1. On va calculer K factoriel K, facteur de K parmi P. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Donc, ça nous fait factoriel k, euh, factoriel p sur factoriel k fois factoriel de p moins k factoriel. À chaque fois, j'ai envie de dire factoriel en premier. Donc ça nous fait factoriel p sur p moins k factoriel. Et donc ça nous fait p moins 1 facteur de p facteur de p moins 1 facteur de p moins k plus 1. Et donc ça, c'est divisé par p, naturellement. Donc ça, on a dit que p divise k factoriel, c'est factoriel k, pardon, facteur de k parmi p. Et d'après l'em de précédent,
le PCD de P et de K factoriel, vu que K il est plus petit que P-1. Donc tous les facteurs de K ils sont entre 1 et P-1, car K est plus petit que P. Donc d'après le théorème de Gauss, on peut enlever le K, donc P divise K parmi P, ce qui conclut. Alors on pouvait faire 100 je pense, mais c'est un peu plus chiant parce que pour simplifier le produit c'est une horreur. Donc c'est plus rapide de multiplier par K factoriel et utiliser l'm précédent. Mais je pense que c'est pas impossible de calculer directement comme ça. Ouais, non, on peut rien calculer. Bon, c'est plus chiant, je pense. Faut travailler modulo. Ah, non, pas Wilson, ça devrait marcher, je pense. Ça devrait marcher par un Wilson. Ouais, mais après, faut montrer le théorème de Wilson, sinon, ouais, c'est bon. Ah, il y a des façons de faire, mais bon, bref. On va montrer le théorème grâce à nos deux lemmes. Donc, soit A un entier, P un nombre premier. On va montrer ça par récurrence. Donc, on considère l'hypothèse P de A, la proposition P de A qui nous dit que A puissance P congrue à A modulo P. Donc, si A est nul, clairement, 0 puissance P, c'est égal à 0, donc ça congrue à 0 modulo P. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on suppose P de A vrai, et on va essayer de montrer la proposition à A plus 1, à P de A plus 1. Donc, A plus 1 puissance P, ça nous fait, d'après le binôme de Newton, ça nous fait la somme allant de I à P des K parmi P. J'aurais dû mettre I, putain. Ah, je suis trop con. Donc, c'est K ici, hein, dans mon indice de somme. Pourquoi j'ai mis I, je sais pas. Donc j'enlève le premier et le dernier terme. Donc, je garde le 1, je garde le A puissance P. Et ça c'est compris entre 1 et P-1. Et donc ça, d'après mon lemme, chaque terme de la somme congrue à 0 modulo P. C'est divisible par P. Et du coup, il me reste 1 plus A puissance P. Et donc, on sait, d'après l'hypothèse de récurrence, que A puissance P congrue à A modulo P. Donc, j'en déduis que A puissance P plus 1 congrue à A plus 1 modulo P. Et donc, A plus 1 puissance P congrue à A plus 1 modulo P, évidemment. Et donc, on a terminé. On a montré la relation, l'hypothèse P de A plus 1. Donc, c'est vrai pour tout A dans N. Voilà. Et donc, ce théorème, il a une autre façon de s'écrire, ce qui lui est équivalent, hein. On pouvait montrer ça dès le départ, mais c'est un peu plus galère. Ça, c'est plus simple à montrer. Mais en tout cas, les deux hypothèses, les deux théorèmes sont équivalents. Donc, on a une écriture aussi utile. Donc, ce qui nous dit que soit P premier est un entier, si P ne divise pas A, alors A puissance P-1 congrue à 1 modulo P. Donc là, on a une hypothèse supplémentaire qui nous dit que P ne divise pas A. Donc on suppose que P ne divise pas A. On a que A puissance P congrue à A modulo P. Ça veut dire que P divise A puissance P moins A. On factorise par A. Ça nous fait que P divise A facteur de A puissance P moins 1 moins 1. Comme P est premier et qu'il ne divise pas A, alors P est premier avec A. Ça peut se montrer par une contraposée, c'est assez simple. Donc P est premier avec A. Donc, d'après le théorème de Gauss, P divise A puissance P moins 1 moins 1. Ça veut dire que que A puissance P moins 1 congrue à 1 modulo P. Et on a terminé. Dans l'autre sens, c'est plus simple. Euh, donc on suppose ça vrai. On va montrer que le théorème d'avant est... On va montrer que ce théorème est vrai. Et donc dans ce théorème, on n'a plus d'hypothèse, donc il faudrait se débarrasser de cette hypothèse P ne divise par A. Donc déjà, si P ne divise par A, on multiplie par A et on retrouve l'autre écriture du théorème. Maintenant, si P divise A, ça veut dire que A congrue à 0 modulo P. Et donc dans ce cas-là, vu que A congrue à 0 modulo P, ça veut dire que A puissance P congrue à 0 modulo P.
C'est congru à A, ça congru à 0. Et donc on a la même écriture que le théorème d'avant. C'est fondamentalement le même théorème. Donc les deux propositions, elles ont le nom théorème de Fermat. Donc parfois celle-ci est plus utile, parfois l'autre est plus utile. Ça dépend juste de l'exposant ici. Si vous avez un -1, si vous avez un P. Mais le plus important, c'est d'avoir un nom premier modulo 1. Votre module, le module ici, ça c'est pas le modulo P, ça doit être un nom premier. Donc voilà, on a terminé la série sur l'arithmétique. On a vu tout le programme de terminal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette série vous aura plu. Donc évidemment, j'ai pas parlé de tout. J'ai pas parlé des inverses modulo n qui sont bien utiles. Des PPCM, c'est un peu secondaire, j'en ai pas parlé. Le théorème des restes chinois, c'est un peu secondaire aussi, j'en ai pas parlé. Les critères de divisibilité, voilà, j'aurais pu en parler en vrai. C'est utile de les connaître en pratique. Donc j'en ferai peut-être une vidéo sur les critères de divisibilité. J'ai pas parlé du théorème de l'air, qui est en fait le théorème. En fait, ça, le théorème de Fermat, c'est juste un corollaire du théorème de l'air. Donc j'en ai pas parlé. Mais, enfin, j'ai beaucoup de choses dont j'en ai pas parlé. Et voilà, donc ces notions, elles sont soit secondaires dans le cadre du programme, soit ouais, elles sont secondaires, soit elles sont hors du programme de terminal. Et donc voilà, ça conclut cette série sur l'arithmétique. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.